Le cercle RH, notre débat quotidien. Métier, agriculteur. C'est intéressant parce qu'on reçoit beaucoup d'entreprises de la tech, d'entreprises qui innovent, du tertiaire. C'est très intéressant aujourd'hui de nous arrêter sur des entreprises qui nous nourrissent. Je dis, vous avez vu, je dis entreprise. Bon, je dis plus paysan, on parle d'agriculteurs. Certains parlent même de chefs d'entreprise qui travaillent la terre, ce qui est une évolution importante. Et on va en parler avec deux acteurs. Ils ont les pieds sur terre, c'est le cas de le dire. Christophe Grison, merci d'être avec nous, président de la coopérative Val France. Bonjour. Bonjour, membre du conseil d'administration de la coopérative de la coopération agricole. Et par ailleurs, c'est intéressant, vous êtes président du groupe de la coopération agricole au CESE, au Conseil économique et social et environnemental. Il ne faut pas oublier le E. On parlera d'environnement dans un contexte un peu particulier quand même avec la crise ukrainienne. Vous êtes le nez devant les ordinateurs depuis presque un mois maintenant. On en parlera avec vous. François-Étienne Mercier, merci d'avoir répondu à notre invitation. Vice-président en charge du dossier installation, formation, transmission au JA aux jeunes agriculteurs. 143 hectares en Meurthe-et-Moselle, en grande culture. Colza, blé d'hiver, on est d'accord? Je vais en oublier. Orge, d'hiver et de printemps pour la bière ou l'alimentation animale et du tournesol. Je me tourne vers vous parce que quand on regarde les chiffres, 82, il y avait 1,6 million d'agriculteurs. On en a aujourd'hui 400 000. C'est un des métiers qui a le plus perdu en effectif et paradoxalement, il a continué à plus produire. Machinisme, machine, innovation. Comment vous vous situez quand vous êtes dans un dîner entre amis et des gens qui ne sont pas de ce milieu, en ville, j'allais dire, vous présentez comment? Chef d'entreprise, agriculteur, paysan? Parce qu'il y a un vrai débat presque politique sur les mots qu'on utilise. Entrepreneur. Entrepreneur. On est des véritables entrepreneurs. On est des chefs d'entreprise qui cultivons la terre, qui élevons des animaux pour nourrir la population. Mais on reste avant tout des véritables chefs d'entreprise. Nos exploitations sont des entreprises à spécificité agricole, mais ce sont des entreprises. Et ce qui est important, c'est qu'en venant sur un plateau de télévision, vous êtes aussi un ambassadeur de votre métier. Est-ce que ce métier vous rend fier? Est-ce qu'il vous donne du sens? Parce que depuis des mois, sur ce plateau, on a des chefs d'entreprise qui disent les salariés cherchent du sens, ils ne le trouvent plus. Est-ce que vous avez trouvé le sens, pour faire un peu de philo, à votre vie? Totalement. On a la chance d'avoir un métier de plein air, où on est notre propre patron et où on nourrit la population. Et effectivement, depuis l'arrivée du Covid, il y a beaucoup de gens qui se sont posés des questions sur le sens de leur métier. Et est-ce qu'ils arrivaient à donner un sens un peu à leur vie? Et ben, en tant qu'exploitant agricole, en tant que chef d'entreprise dans l'agriculture, moi j'estime que oui, mon métier a du sens. C'est de nourrir la population française, aussi nourrir à l'export. Et effectivement, je suis très fier, et les jeunes agriculteurs, généralement, on est très très fiers de notre métier. Je donne la parole à Christophe Grison, parce que le modèle coopératif français, il est envié, il fonctionne, mais combien de salariés agricoles vous avez dans votre exploitation, 143 hectares, pour faire vivre l'entreprise? J'en ai pas. J'ai pas de salariés. 143 hectares tout seul? Oui. En grande culture, oui. Wow. Et après, j'ai une exploitation qui est un peu plus grosse que la moyenne, oui. Mais je suis en zone intermédiaire. Je n'ai pas une capacité de production importante. Quand dans les plaines céréalières, ils font 100 quintaux ou un Vous êtes à plus, combien, vous? Moi, je suis aux alentours des 75. Ah oui, c'est pas la plaine Beauceronne, ouais, d'accord. Non, j'ai besoin d'un peu plus de surface pour recréer du volume. Exactement. Ouais, bien sûr, oui, recompensé par la surface. Christophe Grison, dans quel état d'esprit vous êtes? Parce que le monde agricole, il est chahuté depuis longtemps. Il est en pleine transformation. Et là, on a un jeune agriculteur des JA qui dit d'entrée, moi, je me sens plus entrepreneur qu'agriculteur. Oui. Qu'est-ce que ça vous évoque? Oui, effectivement, nous sommes des chefs d'entreprise. On s'adapte à la conjoncture, on répond à un marché, on répond aux nouvelles attentes sociétales. Notre métier est en perpétuelle évolution. Mais moi, j'ai la même fierté que les JA, même si je suis un peu plus vieux, j'ai 54 ans. Mais voilà, j'ai la même passion du métier, de nourrir la population, de produire proprement, d'améliorer nos pratiques agricoles, de répondre, je vous disais, aux attentes sociétales qui ont évolué. On les entend, on les écoute. Et il n'empêche qu'économiquement, il faut qu'on s'adapte. Donc le prix du blé flambe, mais aussi le prix des intrants, les engrais. Les fameux intrants. Oui, les fameux intrants. On doit résoudre une équation, produire plus, produire mieux.
mais tout en faisant attention à nos marges, à nos coûts. Et moi-même, vous parliez du personnel, moi j'ai 2 activités sur ma ferme, j'ai les grandes cultures, comme mon voisin, céréales, orge. C'est Seine-et-Marne et Oise, hein. Oise. Oise, on est d'accord. Je suis à la limite de la Seine-et-Marne, pas très loin de Paris, et j'ai aussi développé un magasin à la ferme en circuit court pour répondre aux attentes sociétales. Mais voilà, donc j'ai... Vous vendez quoi? Donc des légumes, des légumes. Donc vous faites un peu de maraîchage aussi à côté. Exactement. Et là ça demande de la main-d'œuvre. Exactement. On parlait de la main-d'œuvre tout à l'heure, Oui. je vais rebondir. Donc le maraîchage est très gourmand en main-d'œuvre. On est à 3-4 salariés l'été pour cueillir, planter et tout. Un kiel avec le gel, juste pour rester dans l'actualité? Non, parce qu'on est descendu à moins 2,5, ça va. Et vous avez mis on a des serres et tout ça, donc c'est passé. Concrètement, restons un mot sur les intrants, parce que les Français, dans un sondage IFOP, justement de la coopération agricole, vous avez la cote, le monde agricole a la cote. Vous avez une très bonne image sur près de 4 Français sur 10 qui seraient d'ailleurs, disent-ils, prêts à embrasser une carrière d'agriculteur. On va y venir, de ces urbains que vous voyez arriver, parfois un peu naïfs, qui ne connaissent pas le métier, mais qui y croient. Sur les intrants, c'est pour les écologistes des produits chimiques qui polluent la terre. Dans quel état d'esprit vous êtes quand on vous interpelle sur ces sujets ou que vous entendez des débats politiques, parce que c'est l'actualité, qui disent le monde agricole, effectivement, met des intrants, des engrais chimiques, parfois des pesticides. Qu'est-ce que vous dites? Je démarre. Vous démarrez, oui. Juste un chiffre, parce que souvent on parle, oui, vous en mettez trop, vous mettez trop de produits phytosanitaires. Il faut savoir qu'en 10-15 ans... Les engrais, c'est pas les phytos, on est d'accord. Les phytosanitaires. Il faut bien le distinguer. On est passé de 120 000 tonnes de produits phyto à même pas en dessous de 60 000 tonnes, en même pas 10 ans. Donc on a fait des efforts. Donc voilà. Mais par contre, un blé, une culture, pour pousser, elle a besoin d'engrais, et quand elle est malade, elle a besoin de produits phytosanitaires. L'engrais, c'est quoi? C'est de l'azote? C'est de l'azote, c'est du phosphore, c'est de la potasse, qui malheureusement vient souvent d'origine russe, d'où la problématique dans ce moment. Mais voilà, donc on est obligé, quand la plante est malade, de la nourrir comme un animal, comme un être humain. Voilà. Mais on a à cœur d'en mettre le minimum possible. Mais on a quand même réduit de moitié. Et ça, c'est pas assez connu du grand public. Je suis d'accord, on n'entend pas ce chiffre. Vous êtes dans le état d'esprit parce que les jeunes agriculteurs, vous êtes la relève de la profession, c'est-à-dire qu'on a encore l'image du paysan, son petit tracteur sans cabine, un peu fumant. Puis vous incarnez cette nouvelle génération. Vous êtes dans la prise de conscience environnementale, justement? Mais totalement. Après, on répond à une demande du marché. À la sortie de la guerre, la France a passé un pacte avec ses agriculteurs qu'il ne fallait plus du tout qu'on connaisse une famine. Clairement. Comme on avait connu pendant la guerre. Il fallait cultiver. On a demandé aux agriculteurs de produire et de produire massivement. D'où l'arrivée... Et de se mécaniser. D'où l'arrivée de produits chimiques qui ont permis d'augmenter notre productivité. Et aujourd'hui... Mais ça, vous n'étiez pas né, excusez-moi de vous dire. Non, ça, c'était votre génération, la génération de vos grands-parents. J'étais pas né, mais aujourd'hui, on parle encore plus aujourd'hui d'arriver à une autonomie alimentaire. Donc, on nous demande toujours aux agriculteurs de produire de la matière alimentaire pour satisfaire les besoins de la population. Après, les nouvelles générations, on a à cœur de faire ce que déjà mes parents ont commencé à faire, de commencer à produire mieux, et parce qu'on a appris que... Mieux, ça veut dire moins de volume d'intrants et de pesticides ou de phytosanitaires. Moins d'impact environnemental. Moins d'impact sur la terre et l'environnement. Et de les raisonner. Aujourd'hui, avant, à la sortie de la guerre, on a dit vous avez des problèmes d'insectes, il faut traiter. Et on traitait en systématique nos cultures. Mais François-Étienne, de vous à moi, de toute façon, pour se le dire entre nous, vu le prix et l'augmentation des prix sur vos intrants, la tonne était à 300, je regardais un petit peu 300, vous êtes passé quoi, à 1000 la tonne bientôt là 900 000, oui. Donc, vous allez donc être obligé de fait de repenser la manière dont vous cultivez la terre. Il n'y a pas le choix, sinon vous n'aurez aucune marge. De disponibilité aussi. Et de disponibilité de la matière première. Mais même dans l'hypothèse qu'elle soit disponible, elle coûte trop cher. Vous n'avez plus de marge. Et puis même si elle ne coûtait pas cher, notre but, ce n'est pas quand même de se recréer du travail pour le plaisir, de mettre des produits si notre plante n'en a pas besoin. Aujourd'hui, on soigne nos plantes quand elles sont malades. Quand il y a des insectes qui sont nocifs pour nos plantes, il y a des stades à partir duquel un trop grand nombre d'insectes nous oblige à intervenir, sinon on perd toute notre récolte. Et dans mon cas, je suis céréalier, j'ai une paye une fois par an, que si jamais j'arrive à faire ma récolte. Donc si je perds une partie de ma culture, l'année dernière j'ai eu des gros dégâts sur mes tournesols de corbeaux,
tout de suite, c'était moins 30 000 euros sur mon Des chiffre nuées de d'affaires. corbeaux qui sont venus Exactement. au moment où le tournesol était mûr, enfin c'est ça, ils viennent picorer. Non, avant. Dès la levée. À la levée. Dès la levée, oui, il tire en fait le début de graine, il mange la graine et il n'y a pas de tournesol qui pousse, quoi. Et donc vous avez perdu combien de produits en volume là sur la surface tournesol, un quart Sur ma surface de tournesol, ouais. Ah non, j'ai perdu 75%. J'avais qu'une seule pièce. 75%. Ah oui, ça a été une catastrophe. Excusez-moi de revenir sur vos 143 hectares et puis sur les vôtres. Alors on a vu qu'il y avait de la main-d'œuvre sur le maraîchage, mais on arrive à une situation incroyable avec la technologie. C'est-à-dire qu'un seul homme peut piloter 143 hectares. Enfin, c'est colossal. Comment vous faites en termes technologiques ? Parce que il y a moins de salariés, mais j'ai le sentiment, quand je connais un peu l'agriculture, quand on rentre dans les tracteurs, on est loin du vieux tracteur. C'est une technologie dingue. Enfin, je ne sais pas. Totalement. Vous avez investi aussi là. Totalement, oui. J'ai investi dans des tracteurs, dans du matériel de précision pour semer. Bien sûr, bien sûr. Mais ça aussi, c'est quelque chose qui est hyper attractif pour les jeunes générations qui s'intéressent un peu à l'agriculture. On a un métier totalement innovant. Avec les nouvelles technologies. Et ça, c'est plaisant aussi pour les personnes qui ne sont pas forcément issues du milieu agricole, et on peut trouver son bonheur dans l'agriculture via cette partie innovation. Aujourd'hui, je fais passer des drones au-dessus de mes cultures pour savoir justement quelle quantité d'azote ma culture a besoin, et encore une zone par rapport à une autre. Ce qui permet de doser au bon endroit et de mettre la bonne dose. La bonne dose au bon endroit. Comment ça se passe de votre côté ? Parce que vous êtes sur les mêmes problématiques. On voit bien entre le machinisme et la chimie qui a accompagné les 30 Glorieuses, et puis aujourd'hui la prise de conscience environnementale, climatique. Vous avez le sentiment de faire une révolution, où vous étiez prêt, et que globalement, vous êtes tout à fait prêt à assumer ce choc climatique ? J'ai envie de dire, on a toujours amélioré nos pratiques, mais c'est malheureusement assez méconnu de la société en général. Et moi, donc, comme on le disait en préambule, je suis président d'une coopérative, et dans ma coopérative, donc la coopérative Val-France, qui a 1400 agriculteurs... En grande culture, c'est des produits, d'accord. Oui. On est là pour les accompagner, pour les faire évoluer. On accompagne aussi les jeunes agriculteurs dans leur installation financièrement. On a une charte, d'ailleurs, que j'ai amenée ici, mais on a une charte pour l'installation des jeunes agriculteurs. C'est-à-dire que vous lui donnez quand ils s'installent ? Exactement. On l'aide financièrement. Pendant tant d'années, on te prend les agios, tu payes à échéance après la moisson, et on l'accompagne aussi dans l'agronomie, dans le conseil, dans l'évolution. Et voilà, parce que quand on arrive jeune agriculteur, on a des problématiques économiques, mais aussi des problématiques agronomiques, et donc on est là pour l'aider. Tiens, ouvrons la page, puisque vous ouvrez par cette charte que vous faites signer, donc qui est une charte d'engagement. Comment ça se passe, les installations, les arrivées, puisqu'il y a eu le débat sur la jachère, là, vous avez vu récent, je ne sais pas où on en est d'ailleurs, si on va récupérer nos jachères, puisque oui ou non, juste parenthèse, c'est de l'actualité. Honnêtement, c'est un effet d'annonce qui est intéressant, mais on ne pourra pas retourner toutes les jachères en France pour les rebasculer en culture, puisque on ne peut pas faire de blé. On a le droit qu'à des cultures de printemps. Et moi, j'ai reçu justement une chaîne parlementaire la semaine dernière. On est allé voir des jachères qui étaient hautes comme ça. Et le coût en énergie, en temps passé, pour tout retourner, pour détruire, désherber, retourner, pour remettre la terre clean. Et en priori, le gouvernement nous sollicite plutôt à faire des légumineuses, ce qui n'est pas une chose facile. Et les jachères, on ne va pas se mentir, c'est souvent les terres un peu moins productives. Ça passe pas économiquement. Oui, vous avez choisi pour les jachères les terres qui vous donnaient moins. Les installations, parce que vous vous en occupez, puis je vais vous entendre aussi. Est-ce qu'il y a une nouvelle génération d'agriculteurs ? Alors, c'est-à-dire pas votre profil, parce que vous êtes fils d'agriculteur. Vous avez passé un bac S, je crois. Oui. Puis ensuite le BTS agricole, puis un diplôme. Bon, vous êtes totalement complet sur ce métier. Mais on voit quand même, là, avec l'ère Covid, vous avez peut-être eu ou rencontré ces Parisiens ou de gens de la ville qui viennent et qui se disent j'y vais. Vous en avez croisé ? Oui, énormément, de plus en plus. Mais après, c'est bien. Parce qu'aujourd'hui, les chiffres, c'est quoi ? Vous l'avez rappelé, une diminution du nombre d'agriculteurs en France. Et quand on regarde la pyramide des âges, aujourd'hui, quasiment la moitié des agriculteurs vont pouvoir prendre leur retraite de 2023 à 2027. Oh là, il y a un trou. Donc, il va falloir qu'on installe massivement. Et aujourd'hui, si on prend tous les enfants d'agriculteurs, les fils et les filles, déjà, il faudrait les forcer, ce qui n'est pas forcément une bonne chose, mais on ne comblerait pas cette vague. Mais comment on fait là concrètement devant nous, en faisant énormément de communication, parce qu'on a beaucoup de personnes justement qui s'intéressent à l'agriculture. Il faut continuer, parce que par le passé, l'agriculture était un peu une voie de garage.
quelque chose de peu Oui, valorisant. c'était pas un métier noble. c'est Non. vrai. Aujourd'hui, ça a pris beaucoup de Avec la noblesse. technologie, ça donne vraiment un sens au métier. Oui, et puis le rapport aussi à la terre, à ce qu'on mange, à ce qu'on va donner à manger. Enfin, il y a quand même ce rapport-là. Exactement. Ils sont différents, les urbains, j'allais dire, de vous qui avez vécu dans ces zones. Je suis un ancien urbain. J'ai habité Paris toute ma jeunesse. Ah. J'ai pris la ferme de mon grand-père. Donc on peut sauter une génération. Totalement. On peut habiter Paris, boulevard des Batignolles, et arriver sur une ferme agricole. Ouais, c'est ça, C'est ouais. tout à fait concevable. Partie 18e ou partie 8e d'ailleurs. Exactement. Mais ça veut dire que quand vous passez le pas, vous, il y a quelques temps maintenant, qu'est-ce que vous vous dites? C'était quoi la mission que vous vous étiez donnée quand vous avez choisi de devenir agriculteur? Ah ben moi, c'était parce que c'était la ferme familiale qui était un petit peu en sommeil. Et je me suis dit, tiens, pourquoi Un pas. défi. Ouais, c'était un défi personnel. Puis vous imaginez un Parisien qui arrive dans l'Oise dans les années 90. Tout le monde me regardait comme ça. Comment on s'intègre d'ailleurs? Parce qu'il y a un Finalement, vrai... j'ai fait mes preuves, j'ai travaillé, j'ai été tout seul comme toi sur la ferme et j'ai bossé sérieusement. Et finalement, je me suis fait accepter par mes pairs. D'ailleurs, c'est pour ça qu'aujourd'hui, ils m'ont élu à la tête de la coopérative et qu'aujourd'hui, je suis en représentation pour les défendre au quotidien. Mais une question qui est plus macroéconomique. Il y a un enjeu de remplacement Ouais. d'exploitation parce qu'il y aura un trou, des départs à la retraite. Le compte n'y est pas. Comment on fait? On démultiplie les formations, les BTS agricoles. Qu'est-ce qu'on peut inventer pour donner envie de revenir en... On a pris une initiative avec les jeunes agriculteurs et l'enseignement agricole et la coopération agricole. Et on propose une initiative qui s'appelle « Demain, je serai paysan » pour communiquer. Ah, vous dites paysan. Vous avez vu comme les mots ont un sens. Oh, mais parce que Vous êtes marketing, là. Non, mais je suis pas là pour opposer les systèmes. Parfois, certains s'appellent paysans, d'autres agriculteurs. Mais moi, j'ai quand même un entrepreneur à côté de moi. Vous voyez, Oui, mais c'était une marque qui avait déjà été déposée. C'est pour ça que c'était la facilité de reprendre ce nom-là. Parce non, qu'il puis ça était dit quelque chose, déjà paysan. un peu connu. Et effectivement, ce terme est apprécié justement par les populations urbaines qui ont tendance à vouloir s'intéresser à l'agriculture. Et cette action-là a pour but justement de revaloriser les métiers de l'agriculture et faire la promotion, pas du métier d'agriculteur, mais des métiers de l'agriculture. Parce qu'aujourd'hui, il manque quand même 300 000 postes autour de l'agriculture. C'est-à-dire, c'est quoi? Ceux qui accompagnent, ceux qui conseillent, ceux qui soignent, les vétérinaires. Il y a un problème de vétérinaires. Dans toutes les organisations agricoles, les fermes, mais aussi les coopératives, des négociants, des chambres d'agriculture, il y a de l'emploi partout. Mais je ne vous ai pas laissé terminer, mais vous dites on lance cette initiative sur ce... c'est quoi? Comment ça va marcher? Parce que là, vous allez lancer des banderoles, vous allez faire des publicités à la télévision, parce que... Les réseaux sociaux, les chaînes YouTube et compagnie, et puis voilà. Ils répondent, je réponds, je décide de renverser la table, d'arrêter ce métier, je veux me lancer dans l'agriculture, je vois qui me reçoit? Il y a plein d'organisations agricoles qui sont là pour ça. Le premier point, si la première on a étape. des personnes qui ont envie de s'installer, c'est les points accueil-installation. Aujourd'hui, il y a des points accueil-installation dans tous les départements et qui sont là pour vous orienter. Faire le point avec département, vous sur, conseils départementaux, chambre d'agriculture, Agriculture. chambre d'agriculture, d'accord. Dans la plupart des cas, c'est chambre d'agriculture. Il y a des jeunes agriculteurs, le syndicat des jeunes agriculteurs qui en détiennent. Mais le but, et on a un cahier des charges précis, c'est justement d'accompagner et d'orienter les porteurs de projets qui ont une idée d'installation. Et bien souvent, on réoriente des personnes qui n'ont pas de formation d'abord vers la formation. Oui, d'accord. Parce qu'on ne peut pas se permettre de tout plaquer son métier, de devenir agriculteur. Parce que c'est un métier. Parce que Ah oui. c'est un véritable métier. Et aujourd'hui, ce que jeune agriculteur aimerait changer, c'est qu'aujourd'hui, n'importe qui peut devenir agriculteur. Il n'y a pas besoin d'avoir un diplôme pour être agriculteur. Combien de temps? Parce que ça, c'est important. Il y a des types qui sont dans des bureaux devant leur ordinateur et qui turbulent à cette idée, qui se disent c'est quelque chose qui m'habite, je veux le faire, je vais le faire. Combien de temps faut-il pour, j'allais dire, un peu passer du tertiaire à l'agriculture? C'est 8 mois, 6 mois? Combien de temps pour avoir le tronc commun? C'est plus long quand même. On est sur du temps long. Rien que la partie administrative, Oui. un porteur de projet qui a trouvé son exploitation. Il faut d'abord qu'il l'ait trouvé. Une fois qu'il l'a trouvé, rien que il l'a trouvé, il va réfléchir sur quelle production il va faire, sur quelle forme sociétaire il va avoir, Exact. et passer aussi dans les instances administratives qui vont valider justement l'installation. Il faut 1 an. Donc, pour quelqu'un qui a envie de changer de vie, effectivement, ça se prépare. En plus, s'il n'a pas de formation,
il il faut qu'il y ait une formation agro quand même, Oui, un il y minimum. a, Non, pas forcément agro. C'est mais, quoi la formation, Christophe? un brevet, un BEP adulte, BPRE. voilà, pour aller assez vite. On y apprend quoi? On y apprend les techniques de culture, Oui, les l'administratif plans, aussi. l'administratif, Un peu d'administratif surtout. puis même aussi les techniques, je dirais, de culture, les dates, les saisons, Mais ça encore, vous avez pas mal de gens sur le terrain qui sont là Qui pour vous accompagnent. accompagner. Il n'y a pas de souci. Donc ça veut dire 1 an déjà. Alors juste un mot, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent, mais moi je préfère faire du maraîchage, je pars plutôt sur des petites surfaces, parce qu'il y a quand même ces enjeux, près des villes, pour être dans les cycles courts, vous l'entendez beaucoup. Oui. Ils sont moins attirés, j'allais dire, par la grande culture, par les grandes fermes, comme vous avez tous les deux. C'est économique, parce que c'est plus simple de s'installer sur une petite oui. surface, économiquement, que de reprendre une grosse exploitation, enfin une ferme. Non, je veux dire par là, c'est souvent de 150 père en hectares. fils ou des gens de l'agriculture qui reprennent les grandes surfaces. de moins en moins. De moins en moins. Aujourd'hui, 30% des installations qui sont faites avec le dispositif d'aide à l'installation créé par Jeunes Agriculteurs et l'État, 30% de ces personnes ne sont pas issues du milieu agricole. C'est pas rien. Et aujourd'hui, on fait 12 000 installations en France. Donc, on a de plus en plus de personnes qui ne sont pas des fils, des filles, des petits-fils d'agriculteurs et qui s'installent. Et ça, c'est pareil. On a de plus en plus aussi de femmes qui s'installent. 30% des installations sont des femmes. Et on a tendance, dans l'imaginaire, à se dire que le métier d'agriculteur, c'est quelque chose de dur, où il faut être un grand gaillard. Ça s'est amélioré, costaud, je pense. La technologie. La technologie Aujourd'hui, pour la accrocher, technologie ça c'est permet. les, s'est modernisé. les goupilles. Et sont- heureusement d'ailleurs. Heureusement, parce que ça fermerait aussi la porte à ces fameux urbains. Concrètement, pour terminer, l'avenir de l'agriculture ici en France, parce qu'il y a un double débat qui est sur vos épaules. C'est notre autonomie alimentaire, on ne l'a pas, on va l'avoir difficilement. Est-ce qu'il y a de l'inquiétude? Au-delà des prix, vous allez gagner beaucoup en vendant le blé et vos grandes cultures, mais vous allez beaucoup perdre en mettant des intrants. Donc au final, l'un dans l'autre, Exactement. je pense que vous êtes dans le brouillard. Mais est-ce que notre autonomie alimentaire, c'est une question que vous vous posez? Vous dites, nous tous ensemble, on est capable d'être autonome, ou vous dites, la France n'est pas capable d'être autonome, sur certaines cultures d'ailleurs, parce que parfois on est sur certains produits et on ne l'est pas sur d'autres. Comment vous voyez l'avenir là? Je pense que la France a une vocation de production. Pour la France, c'est une vocation à exporter. Ça a toujours été. Et il ne faut pas renier ça. Donc on n'arrête pas l'exportation? Non, surtout pas. Parce D'accord, parce que c'est... on parle des pays du nord de l'Afrique, Maroc, Tunisie, Égypte, tous ces gens-là, il faut qu'on les nourrisse. Sinon, on va... Mais ils produisent aussi, eux. Mais très peu, très peu. En Et grande là, culture, assez peu, ouais. Au Maroc, ils sont soumis à une sécheresse terrible. Donc il faut absolument qu'on aide ces pays-là à acheter nos céréales. Et donc il faut qu'on ait une vocation, la France doit avoir une vocation exportatrice, n'en déplaise à certaines ONG qui disent qu'il faut qu'on produise que du blé franco-français. C'est ce que j'ai entendu. Mais on n'a pas le marché pour ça. Il faut absolument qu'on exporte. La France était un grand pays exportateur. Il faut qu'on retrouve cette souveraineté alimentaire pour aider nos amis du nord de l'Afrique à manger à leur faim. Quand vous dites souveraineté alimentaire, c'est contradictoire avec l'idée qu'on exporte. Parce que si on exporte trop, on va être obligé nous-mêmes d'importer. Non, mais vous en pensez quoi chez les jeunes agriculteurs? Nous, on pense que, de toute façon, les agriculteurs, on s'est toujours adapté et on continuera à s'adapter. Il faut juste qu'il y ait une demande publique sur un peu du long terme. Ça ne change pas tout le temps, quoi. Après la guerre, on nous a demandé de produire massivement pour arrêter les famines. On l'a fait, sauf qu'aujourd'hui, pour une culture de blé, je mets 1 an pour créer ma culture de blé et avoir du blé à vendre. Des animaux, c'est pareil, pour faire de la viande, pour faire Il faut du les lait. nourrir, ouais. Il faut les nourrir, il faut les faire grandir. Ça prend énormément de temps. Donc, il nous faut du temps long et il nous faut de la visibilité à long terme. Et après, je pense que si demain, on nous dit qu'il faudrait qu'on arrête d'exporter et qu'on nourrisse que la population française, on pourra le faire. Mais il ne faut pas que 2 ans après, on nous dise non, il faut arrêter parce qu'on a une possibilité d'exporter. D'ailleurs, ce n'est pas que de la faute de la France, c'est l'Europe, puisque certains, j'ai entendu Jean Lassalle là hier, qui disait de toute façon c'est l'Europe, c'est la PAC, c'est l'organisation européenne qui met notre monde paysan agriculteur dans le mur. Ça agace quand même ça, la PAC. Non, mais par contre, suite à la crise ukrainienne, effectivement, on va peut-être revoir la copie de la PAC. Il faut qu'on continue à respecter l'environnement, produire en respectant beaucoup plus l'environnement. Par contre, la nouvelle proposition de la PAC, il y avait une grosse encore plus verte. Baisse de production et on allait un petit peu trop loin. Qui est 3-4% de jachère dans nos fermes, ok, ça va. Mais on ne veut pas passer à 10-15%, ce serait trop dangereux pour la ferme France. Pour les urbains que je suis ou l'urbain que je suis, passer de 10 à 15% de jachère, ça veut dire quoi? Donc moins de volume de production. Sur 243 hectares, vous avez 14 hectares. Vous aurez plus de 15 hectares qui seront en jachère. C'est quoi l'objectif?
De moins produire. De mettre de la biodiversité en place. Alors, on peut entendre que ça peut être un côté sympathique. Et pas créer des immensités de culture. C'est ça l'idée. C'est ça l'idée. Donc c'est une volonté écologique menée par le Parlement européen, en tout cas par la Commission européenne. C'est ce qu'on appelle un peu le verdissement de la PAC. Mais voilà, nous, en tant qu'agriculteurs, on considère qu'on peut faire les deux. On peut produire, respecter l'environnement, et c'est ça notre cœur de métier. Je vous pose la question à vous, Christophe. Je m'autorise à penser que vous êtes un peu plus âgé que François-Étienne. Ça se voit. Peu. Vos enfants reprennent ou pas? C'est mon fils qui a 21 ans, c'est le dernier. Mes filles ne reprennent pas. Et mon fils, quoi qu'il se passe, il reprend. Il va commencer sa carrière comme double actif. Ah. Il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Donc il aura une activité tertiaire ou autre. Exactement. Et puis il va quand même travailler. Au fur et à mesure, peut-être que dans quelques années, il se penchera sur le dossier. Ça doit vous faire plaisir en tant que père de famille. Vous dites Bien qu'il sûr. ne lâche pas totalement la terre. Bien sûr. Mais par contre, ça ne sera pas forcément qu'avec le même projet que son papa. Donc il faut qu'il réfléchisse. Il va faire quoi, lui? Il faut qu'il réfléchisse à une diversification. Il ne faut pas faire le même modèle que ses parents. Il faut réfléchir à d'autres choses. Le monde agricole, le monde évolue. Il faut que le monde agricole évolue aussi. Vous faites un métier de stratège, on ne le dira jamais assez. Ce n'est pas que planter des graines, c'est aussi de la stratégie, de choix de produits, de plantes qui sont parfois très rémunératrices. Je pense que le colza fut un temps où je crois même que le colza est très bien. Et puis, ça a bien baissé. Ça a baissé. Voilà, j'ai un expert, mais je crois que le colza était très haut fut un temps. Mais le colza était très haut pour une récolte qui était la récolte 2021, qui n'est plus en stock. Qui n'est plus en stock. C'est fini. Dans 20 ans, vous voyez toujours agriculteur? Ah oui, totalement. Et toujours engagé à l'idée de faire venir, parce que c'est l'intérêt de l'émission, de dire mais venez faire ce métier. Mais chez les agriculteurs, je pense qu'on préfère tous avoir des voisins nombreux plutôt que des hectares. C'est aussi l'aménagement du territoire aussi. Exactement. Et on est riche de la diversité de production, de la diversité d'agriculteurs qui ont tous potentiellement des envies différentes. Et je pense que ça, c'est une très très grande richesse en France. À condition de pouvoir répondre aux besoins du marché. Exactement. Vous êtes quand même extrêmement tenu, et c'est aussi une particularité de votre métier, à un marché mondialisé. Vous êtes la tête en Australie, au Brésil et à tous les pays. Et je pense à l'Ukraine, qui est un gros producteur de blé. Oui. Ça va manquer. 16%. L'Ukraine plus la Russie, c'est 16% du blé dans le monde. Colossal. Donc il va y avoir des tensions très fortes. Et notamment dans les fameux pays du Maghreb qui, eux, ont l'habitude d'acheter en Ukraine et en Russie parce que c'est un peu moins cher que la France, on ne va pas se mentir. Donc tension, parce que les normes d'ailleurs ne sont pas les mêmes, faut-il le préciser. Effectivement. Il faut quand même Ils ont le droit à des produits qui sont complètement interdits Exactement. En France. Il faut le dire. La façon dont on cultive en Ukraine, ce n'est pas les mêmes méthodes culturelles faites par vous. Vous voyez, on parlait de la ferme de Montgia, là, mais moi j'ai vu visiter une ferme en Russie de 40 000 hectares. Donc c'est quoi la bonne taille d'une bonne ferme aujourd'hui? Oui, ça aussi, dans l'image de l'agriculture qu'on a, on n'a pas forcément l'image réelle d'une exploitation agricole. Quand on compare l'élevage, on a tendance à imaginer que toutes les bêtes sont resserrées, un peu comme dans les exploitations au Brésil. Bien sûr. Quand on montre des images d'agriculteurs qui mettent des produits pour soigner leurs plantes, on voit les hélicoptères qui passent. Bien sûr. Non, ça, c'est pas ce qui se produit en France. Merci à vous. Comme dans les livres d'école, quand j'étais petit, on voyait des moissonneuses-batteuses, une trentaine alignées pour faire les moissons aux États-Unis. Enfin, c'est extravagant, ces images, et qui existent toujours d'ailleurs. Merci, ça m'a fait vraiment plaisir de vous accueillir et de nous faire partager votre passion de ce métier. Christophe Grison, merci, président de la coopérative Val France, membre du conseil d'administration de la coopération agricole, et vous êtes au CESE, justement, en charge du groupe coopération agricole. Merci à vous, François-Étienne Mercier, de nous faire partager votre passion, jeunes agriculteurs et vice-président en charge du dossier installation, formation, transmission. C'est à lui qu'il faut demander quand vous avez un besoin, notamment côté Meurthe-et-Moselle, j'imagine. C'est plutôt par là que ça se passe. Et partout en France. Partout en France. Il est mobile. Merci. On termine notre émission avec Fenêtre sur l'emploi. On va parler recrutement et innovation, justement, dans le recrutement. C'est tout de suite.